Carte sur table. Carte sur table. Prenez le rendez-vous sur Aussi FM tous les dimanches à partir de 9h. Dimanche 23 septembre de l'année 2018, c'est aujourd'hui la journée internationale des langues des signes. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur les différentes antennes des médias du groupe de presse Le Matinal. En direct du studio Alain Canton de Cotonou, voici le 36e numéro de votre émission sociopolitique Carte sur table de l'année 2018. Eh bien, c'est finalement le mardi 2 octobre prochain que la Cour constitutionnelle va examiner le code électoral voté le 3 septembre dernier à l'Assemblée nationale. Pendant ce temps, les manœuvres politiques s'intensifient au fur et à mesure que l'on s'approche de l'échéance de 2019, notamment les législatives de 2019. Eh bien, du côté de la mouvance, une bipolarisation s'est constituée avec notamment deux grands blocs, Dynamique Unitaire et le bloc des progressistes. L'actualité, vous le savez mieux que moi, mesdames et messieurs, c'est aussi la taxation des GSM au Bénin. Le président de la République a écouté son peuple pour compter du lundi 24 septembre de l'année 2018 à 0h. Eh bien, les nouveaux tarifs annoncés par les opérateurs sont approuvés et les anciens restent en vigueur jusqu'à nouvel ordre. L'invité de ce numéro des Cartes sur table est Madame Yolande Sika Francisco, vice-présidente du parti Force Unie et engagée pour le développement FUED. Elle est également membre du bureau exécutif de la coordination du nouveau départ Diaspora Bénin. Madame Francisco, bonjour. Bonjour, monsieur Dudravo. Avec vous, nous évoquerons également les questions liées au programme d'action du gouvernement, le PAG, à la représentativité, bien sûr, des femmes dans les institutions de la République, à l'opposition, et bien sûr, la contribution de la diaspora pour le développement du Bénin. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30 pour la première partie de cette émission Carte sur table. Vous êtes sur Aussi FM émettant de Cotonou. Vous êtes également sur Aussi en télévision web, et puis également sur Urban FM de Parakou en synchronisation. Mesdames et messieurs, merci et bienvenue à vous tous. Voilà, Madame Yolande Sika Francisco, rebonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est à moi. Je vous remercie de m'avoir accueilli sur votre plateau, dans votre studio. J'espère que nous aurons 90 minutes de plaisir. Voilà. Comment allez-vous? Ça va? Comment va le Bénin? Vous êtes là depuis quelques temps? Je suis là depuis quelques temps et je trouve que le Bénin va assez bien. Assez bien. On y reviendra bien sûr tout à l'heure. Alors, je l'avais dit tantôt en introduction, vous êtes donc la vice-présidente du parti des Force Unie et engagée pour le développement FUED. Pour le développement et la démocratie. Et la démocratie, voilà. Donc, parlez-nous un peu donc, de votre formation politique pour ceux-là qui nous écoutent en ce moment. Tout de suite, je vais rectifier. Je suis là d'abord en tant que membre de la coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin. Et ensuite, je profite de l'antenne pour présenter mon parti, dont je suis la vice-présidente, qui est FUED, Force Unie engagée pour la démocratie et le développement. C'est ça. Ouais. Alors, parlez un peu de votre formation politique. Comment elle est née et qu'est-ce que vous faites concrètement aujourd'hui sur le terrain avec le soutien. On sait que vous êtes proche du gouvernement, vous êtes proche du nouveau départ. Dites-nous un peu ce que vous faites concrètement sur le terrain. Je suis sur le terrain en tant que citoyenne d'abord et engagée pour la démocratie et pour le développement. C'est dans cette logique que dès la fin du mandat du précédent gouvernement, nous nous sommes mobilisés pour susciter la candidature de Patrice Talon. Cette candidature a été suscitée à travers un mouvement que j'ai cofondé avec une amie qui se dénomme FUTAL. FUTAL est Femmes Unies autour de Talon. C'est ça. FUTAL a évolué et est devenu Force Unie autour de Talon. Et aujourd'hui, FUTAL est devenu Force Unie engagée pour la démocratie et le développement. Pourquoi vous avez décidé donc de soutenir le président Patrice Talon? Parce qu'avec une querelle quand même des candidats, Sébastien Diavon, il y avait d'autres personnes qui étaient là. Vous avez les qualités de l'homme, c'était ça? Les qualités de l'homme, et non seulement ça, c'est-à-dire que son image incarne vraiment la rupture avec ceux dont on a assisté,
depuis toujours, nous avons eu affaire à des technocrates, à des techniciens. Aujourd'hui, nous avons vu aux États-Unis, un peu partout, les donnes sont renversées. Le paradigme est changé. Donc, on pense que un opérateur économique, un homme d'affaires, est forcément un personnage qui a une certaine vision. Et nous avons perçu cela à travers le personnage de Patrice Talon. D'abord, le succès dans ses entreprises, dans ses affaires, la manière avec laquelle il gère ses affaires nous ont inspiré confiance et nous avons dit dès le départ que celui-là, c'est l'homme qu'il faut, c'est celui qui pourra vraiment sortir le Bénin de cette situation très désastreuse et qui pourrait la conduire vers un succès très franc. Voilà. Alors, vous avez décidé donc de rejoindre le bloc progressiste. Est-ce que vous aurez votre parti politique? Non, ça n'a pas été fait. Décider, c'est pas encore fait. Nous sommes en discussion et c'est presque, nous y arrivons déjà à grands pas. De toute façon, le président de la République nous a facilité la tâche. Les blocs sont réduits à 2. Donc, on a, comme vous l'avez annoncé dans votre introduction, nous sommes arrivés à une bipolarisation. Et donc, le choix sera un peu plus aisé. Et nous sommes en train de réfléchir et nous tendons quand même un peu plus vers le bloc progressiste parce que dans l'âme, nous sommes aussi des femmes battantes et qui sommes dans la philosophie du progressisme. C'est ça. Alors, c'est vrai qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, je reviens un peu en arrière, Madame Francisco, pour parler bien sûr donc, de la diaspora. Vous êtes donc aussi membre, vous avez dit tantôt, du bureau exécutif de la coordination du nouveau départ, alors diaspora Bénin, voilà. Alors, quand on parle bien sûr des Béninois de l'extérieur de la diaspora, comment définissez-vous ce concept? Le concept du Béninois de la diaspora, écoutez, aujourd'hui, les choses ont changé. La façon de voir, de réfléchir et d'approcher les choses ont aussi changé. Le monde évolue et nous évoluons aussi avec. Donc, le Béninois de la diaspora n'est pas quelqu'un de passif ou d'inactif, mais aujourd'hui, nous avons le regard tourner vraiment vers notre pays. Nous sommes vraiment concernés par ce qui se passe dans notre pays et nous nous mobilisons, nous nous constituons en coordination ou en association ou en force ou en mouvement pour apporter notre pierre à l'édifice de la construction du développement économique et démocratique de notre pays. En cette fois, le chef de l'État est allé à la rencontre de plusieurs Béninois vivant donc à l'étranger. Vous faites partie bien sûr de ces Béninois de l'étranger que Patrice Talon a convaincu de rentrer le plus souvent, bien sûr, d'entrer dans le pays. Et pourquoi vous êtes particulièrement... Justement, le président Patrice Talon nous a convaincus. Non seulement il nous a convaincus, nous attendions, nous étions en attente. Nous avons cette soif de rentrer chez nous, mais on n'avait pas la possibilité, les conditions n'étaient pas réunies. Mais le président Patrice Talon est celui qui, vraiment, dans sa vision, dans son projet de société, a tout mis en œuvre pour que nous ayons cette conviction, que nous ayons cette confiance pour rentrer, pour retourner chez nous très souvent, et même depuis notre pays d'accueil, de pouvoir travailler apporter notre contribution à ce que le développement soit vraiment concret, soit vraiment effectif au Bénin. L'environnement est propice aujourd'hui pour absolument. Et je le répète, c'est grâce à cette vision, à cet homme de vision, c'est-à-dire que pour la première fois, en tout cas moi, dans ma mémoire de béninoise, c'est la première fois que je me trouve face à un homme d'État qui a une vision, qui a un projet de société très clair, très net, et qui est bien divulgué, bien propagé partout, où nous pouvons nous en imprégner, chacun là où il est. Et là, cette fois-ci, nous avons vraiment eu une nette vision de sa vision, et ce qui nous a fait, ce qui nous a séduit, ce qui nous a mobilisé et derrière lui. Voilà. Quel est le discours que le président Talon tient souvent devant les Béninois de l'extérieur? Parce qu'on sait quand il a rencontré. Il en a rencontré. Absolument, à Paris. Pendant tous ses voyages, il en rencontre et il a vraiment le souci de faire revenir les Béninois de l'extérieur chez eux, parce qu'en fait, les Béninois dans les pays d'accueil constituent une élite de qualité. Et c'est vrai que quand on parle
parle du Béninois à l'étranger, on fait référence à son élitisme, on fait référence à ses compétences, et le président l'a dit à l'Élysée, il paiera le prix fort pour faire revenir, en tout cas pour ce qui concerne la France, pour faire revenir les Béninois de la diaspora, ceux qui ont des compétences, ces compétences qui sont, je le dirais, je sais que je l'ai déjà dit sur un plateau, ces compétences qui ont déserté leur pays d'origine et qui sont allées ailleurs, il va essayer de les faire revenir pour que le Bénin refleurisse de ses compétences. C'est pas facile de faire revenir. C'est pas facile, mais... Quand on prend les médecins qui sont à Paris, par exemple, ils parlent. Tout à fait, il y a des accords, c'est ça. C'est ce que les gens ne voient pas très très bien, c'est qu'il y a des accords qui ont été passés. Le président Patrice Talon a signé des accords, en tout cas, avec la France, dans le cadre de la coopération, pour faire revenir les Béninois, pour qu'ils ne perdent pas leurs avantages et leurs acquis qu'ils avaient là-bas. Et donc... mais quitter l'euro pour le CFA, est-ce que c'est pas facile? En tout cas, quand on est convaincu de la vision de cet homme, et quand on a soif d'aider son pays, d'apporter sa contribution, de construire, de travailler à la construction économique, socio-économique et politique de son pays, on peut payer le prix fort, parce que tout sacrifice mérite aussi un jour gloire. Voilà. Autrement dit, je pense qu'on doit s'enorgueillir, on doit être fier de pouvoir apporter à notre pays ce que nous donnons ailleurs, et alors que nous avons tout reçu de notre pays. Je pense qu'il serait quand même de bon ton de pouvoir revenir et pour l'apporter, quel que soit le prix que ça nous coûte, quel que soit le sacrifice qui... Voilà. Madame Francisco, pardon, j'ai comme l'impression qu'il manque à cette diaspora béninoise une prise d'initiative éclairée, par exemple dans la communauté, dans des intelligences pour fédérer ces forces vives. Les ambitions personnelles prennent trop souvent le pas sur des actions communes. Parce que quand on vient, on veut construire son immeuble et puis on retourne en France. Il n'y a pas cette... Est-ce que vous faites quelque chose pour ça? Mais je pense que nous, peut-être qu'on est l'exception qui confirme la règle. Donc, nous, dans notre coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin, nous travaillons, nous réfléchissons exactement comme ceux qui sont restés au pays sur l'actualité politique, sur... comment, sur le PAG, le programme d'action gouvernementale, nous regardons à travers les différents volets du PAG ce que nous pouvons faire, de quelle manière nous pouvons apporter notre savoir-faire, nos compétences pour que les réalisations soient concrètes et soient rapides et pertinentes. J'ai suivi un peu l'année scolaire, par exemple, sur le plan de l'éducation, les grèves perlées. Vous qui êtes en train de revenir petitement au pays, est-ce que vous êtes prête aujourd'hui à faire de vos enfants, voilà, des enfants qui vont peut-être aller à l'école béninoise? Est-ce que c'est pas assez facile pour vous? C'est pas assez facile. Moi, je voudrais vous dire déjà que on ne peut pas reprocher au gouvernement actuel de travailler. Le travail est là. Le programme d'action prend en compte tous les aspects de la vie socio-économique d'un pays. Tous les aspects. Donc, au niveau de l'éducation nationale, des réformes ont été mises en place pour harmoniser les choses avec les autres pays. Nous avons vu au niveau du calendrier scolaire, il y a eu ajustement des calendriers, il y a eu harmonisation. La rentrée se fait maintenant en septembre, comme dans tous les pays, presque tous les pays du monde. Donc, c'est déjà une avancée notable. Donc, ça aussi, ça nous encourage. Nos enfants peuvent valablement venir et reprendre des cours ici sans interruption. Et ceux qui sont les bacheliers qui passent leur bac ici, il y avait un grand décalage, c'est-à-dire que le bac est passé ici peut-être en septembre ou en août, je sais pas trop, et donc ils sont pas, voilà, et donc il y a un souci le temps que les résultats arrivent et qu'ils puissent s'inscrire à l'extérieur pour, voilà. Donc aujourd'hui, je pense que le président, le gouvernement en tout cas en place a eu une idée géniale d'harmoniser le calendrier et d'ajuster. Donc je pense que oui, pour répondre à votre question, je ne craindrai rien. Envoyer mes enfants ici, et aussi dans les programmes scolaires. Dans les programmes scolaires et universitaires, il y a une harmonisation. Il y a le système LMD et qui est le même que celui qu'on a dans les pays développés, les pays d'Europe. Il y a aussi au niveau de l'éducation
primaire, il y a eu des transformations, il y a eu des apports très notables. Et je pense que oui, la qualité de l'éducation sous l'ère du nouveau départ est quelque chose de remarquable. C'est ça. Alors, tout à l'heure, vous avez abordé, monsieur, le programme d'action du gouvernement, le PAG, qui fait son petit bonhomme de chemin. Alors, mais certains citoyens, il faut le reconnaître, sont sceptiques, surtout que nous sommes à 2 ans et demi de la fin du quinquennat du président Patrice Talon. Est-ce que vous y croyez encore? Moi, j'y crois. Et je crois, et il faut être aveugle pour ne pas savoir qu'il y a des réalisations très nettes du PAG. Le PAG, d'abord, s'est arrimé sur quelque chose de très important. Le PAG n'est pas né comme ça. Le programme d'action du gouvernement du nouveau départ est arrimé sur les objectifs du développement durable. C'est ça. Et tous les volets, tous les aspects des objectifs du développement durable sont pris en compte. Non seulement ça, le gouvernement s'est axé aussi sur le document à l'AFIA 2025, ce document qui veut faire du Bénin un pays phare, un pays bien gouverné, un pays paisible, un pays prospère, un pays dont l'économie est compétitive, un pays rayonnant, un pays où il fait bon vivre pour chacun, pour tous, un pays de bien-être social. Donc on ne peut pas reprocher à un gouvernement qui essaie de penser à la croissance d'un pays, au développement d'un pays, de ne pas avoir fait un bon choix. Bon, maintenant, quand on fait ce choix, et compte tenu de la culture de cet homme, de la culture managériale de cet homme, il ne faut pas se jeter sur les choses, sur les projets pour faire naître des éléphants blancs. Nous avons assisté à cette scène pitoyable sur la scène politique. Donc aujourd'hui, je pense que la méthode est là. Nous avons affaire à un homme de méthode, à une équipe méthodique et tout. Donc, il y a la phase des études dans tout projet. Les gens sont pressés de... Les gens, qu'ils souffrent d'être pressés, mais bon, ils vont l'être et ils auront à la fin des réalisations efficaces, efficiente et pertinente. C'est pour vous dire qu'on a eu la phase d'analyse, d'étude. Après la phase d'étude, d'analyse et de la faisabilité des projets, on valide les projets et on fait la recherche, on passe à la recherche de financement. Ces étapes, toutes ces étapes sont passées maintenant. Nous avons reçu, j'ai suivi une déclaration du ministre du Plan qui disait que nous sommes déjà même à 88% de la réalisation de la mobilisation du financement. Donc on a déjà près de 3 milliards 3116 milliards de mobilisés déjà, donc ce qui est énorme. Alors que sur le quinquennat, c'est prévu qu'on ait 3 000 milliards de prévus, alors qu'on n'a fait que 2 ans, et on est 2 ans et demi, à fin août, on a déjà atteint les 80% des 3 000. Donc, le chemin qui reste à faire pour mobiliser le solde n'est pas grand. Donc, je pense qu'il y a un grand effort qui est fait. On travaille sans tapage, et c'est... Bon, écoutez, je vous dis que le président Patrice Talon est dans une démarche managériale, une démarche où il y a une culture de fonctionnement. On appelle cela souvent culture d'entreprise. Il a sa culture de fonctionnement. C'est quelqu'un qui ne fait pas de tapage, qui travaille, et c'est les actions qui parlent. C'est les actions qui parlent. Et je pense qu'il a voulu imprimer un peu cette façon, cette culture à son gouvernement aujourd'hui. On a décrié cela. Oui, mais ils ne communiquent pas. Qu'est-ce qu'ils font? La communication est mauvaise. Mais non. Aujourd'hui, c'est ça quelque chose de positif parce que les actions sont là. Quand on a dépassé l'étape d'étude, l'étape d'analyse, l'étape de recherche de financement et qu'on est sûr qu'on peut se lancer, on peut communiquer. Il y a eu, depuis un certain temps, il y a eu des parcours, des bilans de parcours d'étapes sur les réalisations du PAG. Même nous, en France, au sein de la coordination, nous avons organisé des conférences débats, nous avons
organiser des séances pour informer les Béninois de la diaspora et informer aussi les investisseurs français, les éventuels investisseurs, de ce qui se fait au Bénin et de ce que nous sommes déjà arrivés à faire. Donc je pense qu'il faut qu'on arrête dans la critique gratuite et inutile et qu'on ouvre les yeux, qu'on observe d'où on est parti. Le bilan est là quand même. Quand on vient qu'on fait l'état des lieux, c'est à partir de l'état des lieux que le PAG a été préparé, a été rédigé et tout, parce que l'état des lieux n'était pas du tout, ne nous honore pas. Le Bénin était dans un état désastreux. Le Bénin était complètement à terre, sans dessus, sans dessous. On ne sait même pas où nous allions. Et maintenant, on vient, on nous donne, on regarde ce qu'il y a, on nous donne une vision, on nous donne des moyens d'action, on nous mobilise autour d'un idéal pour notre pays. Mais les populations disent que l'argent ne circule pas. Vous avez 116 millions de francs CFA mobilisés. Ne me faites pas sourire, l'argent ne circule pas, mais depuis, j'ai suivi des émissions un peu partout et moi aussi, je suis béninoise, je suis au Bénin tous les mois pratiquement. Et quand j'interroge mes proches, alors, tu as ton salaire, qu'est-ce qui se passe? L'argent ne circule pas. Ah ben moi, j'ai pas de problème. J'ai mon salaire. Je l'ai même à partir du 20, contrairement à ce qui se passait. Donc, on a nos salaires. Quel argent ne circule pas? Dites-le moi, quel argent ne circule pas? En tout cas, aujourd'hui, il y en a un peu plus. Mais il faut qu'ils travaillent. Et aujourd'hui, je pense que l'administration, il y a eu l'assainissement au niveau de l'administration publique. Les salaires sont bancarisés maintenant, même les pensionnaires et tout, ils sont enregistrés. Il y a l'enregistrement, il y a un numéro d'identification unique maintenant. Tout le monde est identifié. Donc il y a eu des efforts. Et tout cela, ce n'est pas rien. Donc on ne peut pas. Aujourd'hui, les choses sont mieux contrôlées. Les choses sont contrôlées et les circuits mafieux, c'est ça? Mafieux, c'est vous qui le dites. Je vous laisse le dire. En tout cas, il y a certains circuits informels et non autorisés qui se sont développés et qui ont été fermés maintenant. Donc, du coup, on crie au là et tout. Même au niveau de la gestion portuaire, le port est, on le dit souvent, est le poumon de l'économie béninoise. Et aujourd'hui, ce port a été pris en main, la gestion a été prise en main et il y a eu des contrôles, des systèmes de contrôle, il y a le PVI, il y a pas mal de choses, Bénin Contrôle, pas mal de choses qui ont été mises en place pour quand même réglementer un peu la gestion de ces... Pourquoi les populations crient si tant pour dire que sur le plan social ne va pas? C'est du paradoxe. C'est du paradoxe, comme ils le disent, parce que dans les gouvernements passés, on n'a pas vu des cantines créées dans les écoles, on n'a pas vu la mise en place de l'arche, par exemple, l'arche qui vient au secours pour permettre à tous les citoyens, à toute la population d'avoir accès à une certaine assurance pour se soigner, voilà. Et donc, je pense que les conditions de vie sont en train de s'améliorer. Ils sont en train de créer un cadre pour une condition de vie meilleure pour chaque citoyen. Et je pense que cela prend du temps. On n'est pas à une phase de maturation, de machin. On est au début du projet. Moi, j'assimile cela un peu à la gestion de projet parce que personnellement, je suis consultante en stratégie organisation des entreprises et cela influe un peu sur mon raisonnement. Je pense que la méthode, la démarche adoptée par le gouvernement actuel est aujourd'hui la meilleure démarche. Dans les sociétés développées, c'est ainsi que ça se fait. On ne se jette pas sur des projets n'importe comment. On ne jette pas de l'argent, on ne reçoit pas de l'argent qui vient de n'importe où, de n'importe qui. Tout doit être sous contrôle. Tout doit être sous contrôle. Je pense que c'est ces normes que le nouveau départ est en train de mettre en place qui dérangent un peu. C'est vrai que la résistance vient toujours quand on veut nous couper de nos acquis, on veut nous couper de nos intérêts, on veut nous couper de notre façon pas forcément indiquée d'agir. Et donc, nous avons peur. La crainte de l'inconnu, vraiment la crainte de l'insécurité
financière ou alimentaire, mais je pense que non. Quand on est un peu, quand on a la raison, on comprend que ce qui se fait, c'est pour la postérité et que les lendemains seront meilleurs. En tout cas, c'est ma lecture de la démarche et du fonctionnement. Il y a quand même beaucoup de populations qui crient également la pression fiscale. Hein, depuis un certain temps, ils sont en train de serrer la ceinture. Voilà encore, encore quelque chose qui me fait sourire. On veut vivre décemment, on veut connaître le confort sans effort. Non, c'est pas possible. Le confort sans effort, c'est pas possible. Dans les sociétés développées, en tout cas, dans le pays d'accueil d'où je viens, les impôts, c'est des impôts que l'État tire sa richesse. Les impôts alimentent les caisses de l'État. Aujourd'hui, les caisses de l'État sont vidées. Même pas ceux qui sont qui doivent être assujettis aux impôts, ils n'y pensent pas. Ils font toujours tout pour contourner, pour ne pas faire les bonnes déclarations, et les caisses sont vides. Non seulement elles sont vides, on les pille encore. Donc je pense qu'aujourd'hui, la pression fiscale n'est pas une pression illégitime. L'État est en droit de réclamer ce qu'il faut. Pardon ? La France n'est pas le Bénin. Donc, voilà, la France, le Bénin aspire à être comme la France. C'est d'ailleurs pour ça, si on réunit toutes les conditions auxquelles les pays occidentaux répondent, je pense que les Béninois et tous les Africains qui prennent des risques énormes pour traverser l'océan, pour la Méditerranée, pour aller en Europe, en Occident, resteront chez eux parce que les conditions seront les mêmes. Et tout, je pense que vous dites que le Bénin n'est pas la France, mais le Bénin quand même répond et rentre dans une relation internationale et qu'il faut qu'il réponde à certaines normes pour pouvoir être crédible aux yeux des investisseurs, aux yeux des partenaires financiers, aux yeux des organisations internationales qui nous viennent en aide. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin et le Rwanda sont les seuls deux pays africains qui, au niveau de la Banque mondiale, ont reçu de bonnes notes et sont traités de pays crédibles et fiables qui peuvent recevoir des aides des institutions internationales. Quand même, le Bénin a fait un grand pas. Hein. En moins de 2 ans, le président Patrice Talon a réussi à octroyer à ce pays ce rang. C'est tout à fait salutaire et louable. Il faut l'en féliciter, l'encourager. Voilà. Alors, c'est vrai que dans le secteur privé, il y a quand même quelques soucis à se faire, hein, parce qu'il y a le président du patronat qui n'est pas toujours en modèle de sainteté avec le président de la République. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. En odeur de sainteté, le président Talon n'est pas habilité à canoniser les gens ou à octroyer. Il n'est pas en état de sainteté par rapport à quoi. Moi, je ne saurais vous le dire, mais je pense qu'il est président du patronat. Est-ce que c'est en tant que président du patronat, est-ce qu'il respecte toutes les conditions de sa présence, du déploiement de ses activités au Bénin? Je ne saurais le dire, mais de toute façon, ces questions sont des questions assez délicates qu'on pourra discuter banalement comme ça à l'antenne, parce que c'est aussi des questions sur lesquelles le peuple tout entier a le regard tourné, chacun a son jugement, mais je pense que quand on se sent lésé, quand on est lésé et qu'on se sent un peu dépossédé de ses acquis, il y a des juridictions qui sont en place, il y a des démarches qu'il faut faire. Si le président du patronat estime que ces chances ou ces moyens sont brimés, écoutez, il sait bien, puisque c'est quand même un candidat et puis c'était un allié. Donc je pense qu'il sait ce qu'il a à faire, il a des conseillers et bon, c'est pas à moi à l'antenne de juger ou non de son odeur de sainteté ou pas. C'est ça. Alors, nous allons maintenant parler bien sûr du nouveau code électoral qui suscite, vous le savez mieux que moi, Madame Yolande Sika Francisco, la controverse. L'opposition dénonce un code, disons, discriminatoire et antidémocratique. Est-ce votre avis, votre cas? Est-ce que c'est... Écoutez, l'opposition est dans son rôle. L'opposition est dans son rôle et chacun sera dans son rôle. Depuis l'avènement du renouveau démocratique, nous avons un code. Le monde a changé.
les choses ont évolué depuis ce temps. On ne va pas rester figé dans le fonctionnement. Il faut une dynamique pour que le monde soit aussi, pour que nous soyons à l'ère du monde. Donc je pense qu'il est légitime de procéder à des réformes. Et de toute façon, tous les partisans, tous ceux qui, les alliés politiques le savent, le président Talon, il a annoncé dans sa vision, il a dit qu'il fera des réformes institutionnelles, des réformes politiques, des réformes structurelles. Il l'a annoncé. Aujourd'hui, on ne devait pas être surpris de le voir maintenant se battre, s'éreinter pour que ces réformes soient reconnues. Bon, de toute façon, en tant que démocrate, il y en a qui l'a présenté au Parlement, qui ont été rejetés, et il y en a qui sont passés, et il avise quand c'est rejeté, il n'en fait pas du tapage. Donc je pense que aujourd'hui, ils ont proposé en tout cas de réviser le code électoral. Parce que moi j'ai honte quand on approche les périodes électorales au Bénin, quand je vois la kyrielle de candidats, quand je vois la pléthore de candidats de tout genre, il y en a qui sont très fantaisistes, reconnaissez-le et tout, et je pense qu'il est clair de réglementer un peu le paysage des élections, de l'organisation des élections politiques au Bénin. C'est pour cela qu'il faut prévoir 250 millions de francs CFA comme caution pour la présidentielle, pour un candidat à la présidentielle. C'est une proposition, c'est un projet de loi qui a été posé. Qui c'est qui est le premier qui le présente aussi à la Cour constitutionnelle aujourd'hui pour aviser, pour apprécier et tout? C'est parce qu'il n'est pas inflexible. En tout cas, l'équipe en place, les autorités ne sont pas inflexibles. Ils font des propositions, ils pensent des choses, ils pensent ce qui est bien pour chacun et tous, et en plus ils proposent, ils soumettent à l'appréciation des autorités de droit, des institutions de droit. Donc je pense que la caution symbolique, la caution dérisoire aussi pour ma part, je pense que ça provoque aussi cette pléthore de candidatures fantaisistes, parce que 15 millions c'est vite trouvé et tout, et puis on va les chercher partout. Et donc les Béninois, on a entendu au lendemain des élections des gens qui se sont vantés de dire que oh là là, moi j'ai mobilisé 4 milliards, moi j'ai mobilisé 24 milliards et je peux encore en mobiliser 41 milliards. Aujourd'hui, on demande 250 millions à tout un groupe, à un bloc. C'est pas par individu, c'est pas par personne. Quand on fait la division, quand on prend le nombre de militants, le nombre de partis et qu'on fait la division, la part qui revient à l'individu est dérisoire, donc est presque insignifiant. Donc je ne pense pas que ce soit là le problème vraiment. Je pense que on a envie de bouder pour bouder, on se place dans une position d'opposant, et donc on veut tirer à boulet sur toutes les décisions qui sont prises par la mouvance. Vous êtes candidate pour les législatives prochaines? Eh bien, je l'ai dit à l'antenne entre-temps, mais je pense que j'emprunterai l'expression du président de la République, j'aviserai en son temps. Il y a ce problème-là aussi, les députés de la diaspora, par exemple, élire les députés. Est-ce que vous avez peut-être des propositions à faire à l'Assemblée nationale, aux députés? Tout à fait, nous avons des propositions. La coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin était à Cotonou aux environs du mois d'août. Où nous avons eu notre université d'été. Donc, nous avons discuté de nombreuses questions. D'abord, nous avons fait un bilan d'étape du PAG. Nous avons discuté de l'actualité politique et nous avons posé sur la table aussi la question de la possibilité de prendre part aux élections par les Béninois de l'extérieur, notamment avoir aussi, comme un peu la France, notre pays d'accueil, un député des Béninois de l'étranger, de l'extérieur. Voilà. Donc la question, nous sommes en train de préparer une proposition que nous, quand ce sera prêt, que nous déposerons devant les députés, les parlementaires pour l'étudier. Alors, Madame Yolande Sika, Francisco, votre parti n'est
pas né pour être justement spectateur, hein, ça, il faut le reconnaître. Vous êtes donc du bloc progressiste, probablement, ça je l'ai dit, parce que ça va venir peut-être. Alors, les manœuvres politiques s'intensifient donc au fur et à mesure que l'on s'approche bien sûr des législatives. La majorité a limité, donc je l'avais dit tantôt et vous l'avez confirmé, donc les dégâts en constituant bien sûr 2 blocs. Alors quelles sont les chances aujourd'hui bien sûr de la mouvance présidentielle pour les législatives de 2019, voyant que du côté de l'opposition, on annonce également 2 blocs? Eh bien, dis donc, l'opposition peut être un peu plus originale. Hein. Je ne sais pas qu'ils ne sont pas obligés de faire exactement ce que la mouvance fait, mais bon, maintenant, libre à eux, ils s'organisent, nous nous organisons. Et je pense que nous avons... Celui qui a l'idée est toujours un peu plus nanti, un peu plus préparé que celui qui vient s'ajouter, vient prendre du côté de l'autre. Mais je pense que si vous observez l'homme que vous avez à la tête du pays, si vous observez son fonctionnement, c'est quelqu'un qui ne fait rien au hasard. Donc, il a pensé cette organisation, la formation des blocs, et il pense que il a innové, il a toujours innové dans pas mal de choses. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul. Le Béninois est connu, est réputé. Nous avons été les premiers à lancer la démocratie en Afrique. Et je pense que à ce niveau, déjà le président Patrice Talon, à travers déjà pas mal de choses, par exemple la fusion de la police et la gendarmerie, a innové quelque chose et fait déjà cas d'école et tout, et il y aura des émules certainement. Je pense que avec cette organisation politique qu'il est en train de proposer, ce sera aussi une innovation en politique, et tous les pays de l'Interland, tous les pays autour vont s'inspirer de notre choix. Je pense que il y a des chances pour la mouvance de réussir, parce que déjà arriver à obtenir des gens à se fédérer, à aller ensemble, c'est un grand pas. À partir du moment où les partis ont essayé, comme dans un contrat social, le contrat social tel que le décrit Jean-Jacques Rousseau, les partis acceptent de s'oublier un peu pour former une union. Je pense qu'il y a une avancée et on a des chances devant nous, on a des chances. La mouvance, puisque j'en fais partie, en tout cas je suis partisane et je soutiens très clairement ce gouvernement. Je pense que nous avons des chances de réussir à travers cette organisation. Dans toute chose, l'organisation est le socle, est la clé de la réussite. Et tant qu'il y a organisation, on peut espérer une réussite, un succès. Alors, madame, tout à l'heure, on échangeait du côté de la rédaction avant de rentrer dans ce studio. Vous n'aimez pas le mot honorable. Pourquoi? Alors là, vous voulez tirer le verre de mon nez, mais je vais vous dire, je n'aime pas le mot honorable, parce que c'est seulement au Bénin que j'entends les députés, les parlementaires en Europe ne sont pas appelés honorables. Et mieux encore, si ces honorables faisaient la preuve de leur honorabilité, je m'en réjouirais. Mais c'est-à-dire que quand j'en vois qui sont salués, qui ont le titre d'honorable et qui posent des actes très déshonorables, je me dis qu'il va falloir revoir ce thème et qu'il faut cesser de les appeler honorables. Je ne sais pas, je ne sais même pas d'où ça vient. Il faut que j'aille à la genèse de cette appellation pour voir pourquoi, sur quoi elle est basée et tout. Mais je pense qu'il faut qu'on cesse de les appeler honorables, qu'on trouve un autre titre et tout. Et voilà, oui, ça m'irrite un peu. Et j'ai du mal. Je vais refuser qu'on m'appelle honorable. Il faut qu'on trouve un autre thème. Ou à condition qu'on pose les conditions, les critères d'honorabilité et qu'on regarde le baromètre, qu'on voit comment les gens respectent ces critères pour demeurer honorable. D'abord, il faut aussi, pour entrer à l'hémicycle, il faut maintenant, je pense qu'avec l'organisation qui se met en place, n'importe qui n'y entrera pas. Et voilà, et je fais un clin d'œil en même temps pour regarder aussi la représentativité, non seulement du genre, mais la représentativité sociale aussi, c'est-à-dire
C'est-à-dire que effectivement, c'est pas forcément les élites qui peuvent être à l'hémicycle. Oui. On peut regarder aussi dans la classe ouvrière, dans la classe, il y a une représentation de chaque classe sociale à l'hémicycle. Ça aussi, on peut y réfléchir en même temps qu'on réfléchit à la représentativité du genre. Surtout par rapport au positionnement des candidats pour les législatives de 2020. Est-ce que quelque chose sera fait dans ce sens-là? Est-ce que vous avez déjà mené des démarches? Je sais que c'est pas toujours facile avec les hommes, parce qu'ils veulent toujours garder les places à l'Assemblée nationale. C'est pas du tout facile avec les hommes, et je pense qu'aujourd'hui, il faut que les femmes d'abord, les femmes elles-mêmes, comme le dit Louisette Blancard, il faut que les femmes prennent conscience qu'elles doivent accéder à l'âge politique. C'est ça. À l'âge politique, on doit sortir de l'arrière-cour, on doit sortir du concept allez, grandis, marie-toi et fais tes enfants, et aux garçons, allez, grandis, trouve-toi un métier. Non, aujourd'hui c'est fini. La femme se trouve déjà un métier. La femme occupe une position sociale assez forte dans l'économie. Elle apporte pas mal. Et donc je pense que sur le plan politique aussi, elle devra trouver sa place. Et je pense que c'est à nous les femmes de nous lever, de nous mobiliser et d'arracher cette place qui nous revient de droit. Alors, un mot sur la taxation donc, des produits GSM au Bénin, où l'ampleur de la hausse, vous le savez, a constitué un véritable choc pour les populations. Alors, mais hier, le président de la République, Patrice Talon, donc, a annulé son décret. Comment avez-vous vécu ces 3 derniers jours, vous qui étiez dans le pays avec le WhatsApp, avec le Facebook? C'était pas... Effectivement, c'est le cas de le relever. Ce fut assez douloureux. Ça a impacté sur tout le monde, même moi, même ici présente, ça a impacté, mais je pense qu'il y a eu un malentendu, un malentendu entre les autorités gouvernementales et les opérateurs GSM, parce que j'ai lu un peu partout, ils n'ont pas forcément, ils se sont pas bien préparés, ils n'ont pas préparé la population à cela. Ils devaient faire une sensibilisation, une information, une campagne d'information assez importante pour que les gens s'imprègnent de la chose, parce que ça fait depuis le mois de juillet que ça a été annoncé. Et aussi, ce qui était annoncé, ce qui était demandé par le gouvernement, c'est pas ça qui a été fait, parce que les usagers ont été victimes de taxation aussi bien sur les appels que sur la connectivité, alors que ce qui était prévu, c'est sur la connectivité à certains services numériques. Donc, je crois qu'il y a eu un imbroglio et que le gouvernement a été assez sage d'entendre le cri de la population, parce que vous savez, c'est un gouvernement qui œuvre pour la fracture numérique, pour que cette fracture numérique se réduise, qui est en train de créer une cité de l'innovation, qui est en train de tout faire pour que le Bénin soit aussi regardé comme un pays développé sur le plan de les technologies nouvelles. Je pense aussi que tout confort a un prix, tout confort a un prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement est en train de travailler avec toutes ces agences de régulation, avec le ministère de l'économie numérique, qui est mieux organisé. Vous savez aujourd'hui qu'il y a différents départements. Il y a l'ADN, il y a l'ACI, et voilà, et donc qui organise l'économie numérique dans notre pays, qui organise la mise en place des infrastructures adéquates pour qu'on ait un système d'information, de communication qui n'a rien à envier à celui des pays développés. Donc je pense que le déploiement de la fibre optique a un coût énorme. Où voulez-vous que le gouvernement trouve les fonds, les ressources nécessaires? Il faut taxer. C'est dans les taxes qu'on trouve, c'est la manière qu'il faut revoir et préparer les gens à y arriver. Il faut maintenant que les GSM fassent des efforts colossaux de leur part et écoutent suffisamment la demande du gouvernement et s'alignent sur cela, parce que là, il y a une fausse note, parce que, je ne sais pas, ils n'ont pas appliqué ce qui est convenu.
ils sont allés un peu loin. Et donc, ils ont profité de la situation, c'est ça? Nous devons saluer quand même. Donc, les détracteurs parleront de rétropédalage. Je pense que ce serait dommage parce que un gouvernement qui a eu la sagesse d'entendre le cri de sa population, de revenir sur sa décision, on devait saluer cette décision, saluer les efforts qui sont faits dans ce sens pour que le pays soit un pays paisible, pour que chacun puisse profiter vraiment des efforts qui sont déployés. Voilà. De toute façon, nous reviendrons sur le sujet dans la deuxième partie de cette émission consultable à 10h30 avec les confrères pour mieux décortiquer le communiqué de la présidence de la République qui annule, monsieur, le décret du 26 juillet 2018. Alors, madame Yolande Francisco, nous allons parler maintenant du projet du budget exercice 2019 qui a été adopté en Conseil des ministres. Il s'élève à 1877 milliards de francs CFA, sur une augmentation de 0,8%. C'est raisonnable selon vous? Parce qu'on en a connu 2000 milliards dans ce même pays. Voilà, c'est raisonnable. Je pense que c'est tout à fait raisonnable parce que aujourd'hui le Bénin est en chantier. Le Bénin est en chantier et il y a beaucoup d'investissements à mettre en place et je pense que l'augmentation est de 0,8%. Ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme, mais je pense qu'avec tout le volume de choses à faire, la quantité de projets qui sont en cours, la construction de l'aéroport de Glodjibé, les routes, l'asphaltage, la route qui va on parle de quelle route là? Ouais, voilà. Donc il y a pas mal de gros travaux qui sont en cours et je pense que ce budget n'est pas exagéré. Il est vraiment raisonnable et je ne vois pas pourquoi on doit le. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il. Mais à l'Assemblée nationale, il y a quelques passes d'âme. Il y a quelques passes d'âme. Et quand on voit ce qu'eux, ils ont voté pour eux, même pour leur fonctionnement. Ça vous paraît énorme, c'est ça? Énorme, démesuré et tout. Donc, je pense qu'il faut d'abord enlever la paille qui est dans notre œil avant d'aller. La poutre qui est dans notre œil avant d'aller chercher la paille dans l'œil du voisin. Je pense qu'il faut d'abord regarder soi-même ce qu'on fait. Est-ce pas un risque de rejeter ce budget-là? Du moment où ils ont quelques soucis avec le ministre des Finances, les députés de l'Assemblée nationale? Ils n'ont pas quelques soucis. Je ne pense pas qu'il faille avoir des soucis pour en avoir. Il faut regarder objectivement les choses. Je pense que ce budget-là, par rapport au budget du gouvernement, par rapport à tout ce que le gouvernement a à faire, il tient bien la route. Il a un budget raisonnable. Donc, vous conseillez aux députés de laisser de côté leur budget, parce qu'ils ont quand même, ça fait 100% du budget, apparemment. Ils ont multiplié par deux, c'est 200% en fait du budget et tout. Je pense qu'ils exagèrent. Peut-être qu'ils l'ont fait ainsi en espérant que quand ça va être réduit, comme on fait au marché, quoi, et tout. Je monte les enchères à 200%, puis vous diminuez, vous cassez le prix jusqu'à. Peut-être ils sont dans cette logique parce que figurez-vous qu'on a un peu de tout au Parlement. Donc, la façon de fonctionner aussi dépend de notre culture d'origine, de comment nous fonctionnons, d'où nous venons aussi, explique aussi notre raisonnement. Doit-on limiter l'âge aujourd'hui au niveau du Parlement? Parce qu'on a vu quand même des gens qui pratiquement ne disent rien pendant 4 ans. Il y a des gens qui viennent au Parlement parce que c'est des goudiots, mais il y a un souci effectivement sur ce plan-là. Est-ce que vous pensez que, comme la présidentielle, moi, je pense que comme la présidentielle, il va falloir créer aussi, normaliser un peu, réglementer aussi un peu l'accès au Parlement. Je pense que il est de bon sens de le faire. Il faut le faire. De toute façon, le gouvernement qui est là actuellement a en tout cas annoncé qu'il fera des réformes sérieuses, audacieuses sur le plan institutionnel, sur le plan politique, et je pense que ça va venir, tout au moins ceux comme vous qui y réfléchissent vont en faire la proposition, pourquoi pas. Alors, est-ce que le président Patrice Talon doit-il franchement créer son propre parti politique aujourd'hui, vu ce qui se passe actuellement avec tous les partis politiques, le bloc et autres là? Est-ce qu'il n'est pas opportun aujourd'hui, il n'est pas temps
qu'il fasse peut-être un clin d'œil à tous ceux-là qui le soutiennent, car il y a un parti politique représentant Talon. Sur cette question, je ne peux que répondre par l'affirmative, parce que de toute façon, nous, à la coordination, nous y avons pensé, et même dès son accession au pouvoir, nous avons pensé, réfléchi, parce que nous nous basons toujours sur le modèle de notre pays d'accueil. Nous avons estimé qu'il devrait appartenir, en tout cas, à un courant politique. C'est ça. Et donc, il n'a pas voulu. Il est allé d'abord sur les anciennes expériences. Il a estimé que tous les présidents qui ont été élus, oui, aucun d'eux n'appartient à un parti politique. Et donc, il y va comme ça. Et comme il est parti pour un mandat, je pense qu'il estime inopportun de créer ce parti. Donc, en tout cas, normalement, le fait d'avoir un parti ne l'empêche pas de travailler. Il travaille et aujourd'hui, il a trouvé une solution idoine, une solution rationnelle, celle de réduire un peu les candidatures, de réduire un peu les partis, le nombre des partis en proposant la polarisation, la bipolarisation des partis. Alors, vous qui le côtoyez pratiquement, je ne dirais pas tous les jours, mais vous qui le voyez par moment, est-ce qu'il sera candidat à sa propre succession en 2021? Mais les résultats sont là, les faits sont là. Peut-être que c'est nous-mêmes, c'est le peuple béninois même qui va le convoquer aux urnes, qui va l'inviter à se Et personnellement, vous souhaitez qu'il soit encore là en 2021? De toute façon, vu la tâche, vu l'immensité de la tâche et tout le contenu du programme d'action gouvernementale, qu'il mène bien, qu'il gère bien avec son équipe, mon souhait, mon vœu est de le voir revenir. Le projet de la Constitution l'a beaucoup arrangé, c'est ça? Et puis c'était quand même venu pour faire un mandat unique. C'est ça. Écoutez, parfois, les voies de l'Éternel sont insondables. Enfin, quand on a la foi, quand on croit en Dieu, il nous ouvre des portes, il en ferme d'autres et puis il nous aide. On ne comprend pas au moment précis, mais avec un peu de recul, on voit que ce que le Seigneur fait est bon. Et moi, pour ma part, je ne sais pas qu'est-ce qu'il dira le président Patrice Talon, mais moi, je ne peux que rendre grâce au Seigneur pour avoir, je ne sais pas si c'est lui qui a permis, mais pour avoir permis que cette proposition soit rejetée. C'est ça. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, il a parlé de désert de compétences. Vous qui êtes dans ce pays depuis quelques jours, est-ce que vous avez senti effectivement qu'il y a des désert de compétences dans le pays? Désert de compétences, ça dépend de l'angle sur lequel on le perçoit. Désert de compétences, quand je lis un peu, quand j'observe un peu celui qui a fait cette déclaration, je pense qu'il était en souffrance quand il a dit. C'est pas une expression qu'il a lancée comme ça et par hasard. Je pense, et moi je le constate aussi, et les faits sont là. Le PAG a mis du temps à démarrer après les phases d'études et tout ça. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas forcément toutes ces compétences sur place, qui ont la méthode, qui ont l'habitude, qui ont l'expérience de conduire des projets importants. Donc, je pense que désert de compétences, c'est-à-dire que les Béninois ont déserté leur pays. Les compétences béninoises sont exportées ailleurs. Elles sont parties. Et il a crié, il a lancé un appel pour que les Béninois reviennent, ces compétences reviennent. Ce n'est pas une injure pour les Béninois qui sont restés. Ils sont restés, ils sont compétents dans divers domaines, dans ce qu'ils font déjà, mais il y a des compétences, des expertises pointues et auxquelles le Béninois n'a pas préparé. Le Bénin n'a pas préparé ses élites, n'a pas formé les gens. Et ces compétences, on les acquiert seulement à l'extérieur, dans les pays occidentaux. Et ceux qui obtiennent ces compétences, atteignent ces compétences, ils ne rentrent plus, ne songent pas à rentrer chez eux. C'est de là où on parle de désert de compétences. Désert de compétences, pas parce que les Béninois qui sont sur place, non, ceux qui sont allés,
qui sont envoyés même parfois des boursiers pour être formés à des expertises, à la technologie pointue, ils restent dans leur pays d'accueil, ils ne viennent pas. Donc, ils désertent leur pays et le président est prêt. Il a dit, je paye le prix fort, je paye le prix qu'il faut pour que ces compétences nous reviennent. Donc, ce n'est pas du tout une injure, ce n'est pas du tout un mépris. Je pense que c'est un cri de cœur qu'il a lancé, revenez. Et c'est d'ailleurs cet appel que beaucoup ont entendu. Oui. Nous avons des collègues de la diaspora, en tout cas française et américaine, qui sont rentrés, qui sont au poste, qui travaillent et qui sont fiers et qui comprennent les deux cultures. Ils font les liens entre les cultures occidentales et la culture d'ici. Ils comprennent même l'approche, comment approcher les investisseurs, les financiers, parce qu'ils ont été déjà là-bas, de l'autre côté, et ici, et ils constituent vraiment des conseillers précieux aujourd'hui. En tout cas, je peux en témoigner parce que le président a promis, et il le fait, il y a beaucoup de compétences béninoises restées, qui ont déserté, et restées à l'extérieur, qui sont rentrées depuis l'avènement du nouveau départ. Ce que peut-être les Béninois ne connaissent pas encore chez vous, c'est que vous êtes également présidente de l'organisation de Miss Bénin France. Voilà. Vous avez suivi un peu ce qui s'est passé ici au Bénin avec Miss Bénin, où il y a eu trop de cafouillage. Le ministre n'a même pas pu remettre le trophée. Donc, voilà. Et c'est encore là l'occasion de voir que le sérieux de cette équipe en place, depuis bien longtemps, ce dysfonctionnement existait. Même moi, j'ai été victime de ça. J'ai approché le président du comité ici pour qu'on regarde un peu les choses, mais c'était impossible de dialoguer. Et j'ai rencontré des lauréates, des Miss qui ont déploré le fonctionnement de ce comité, mais rien ici, on n'a rien pu faire. Et aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, la rupture est là. On voit qu'on rompt avec les mauvaises habitudes, on rompt avec les mauvais fonctionnements. Et oui, je salue cette décision du ministre et du gouvernement. Vous avez été approché pour organiser Non, pas du tout. J'ai pas été approché, mais j'attends qu'ils sont en train de se préparer. De toute façon, c'est vrai qu'il y a un vaste chantier au niveau de la culture, du tourisme et tout ça, et que tous s'organisent, en tout cas annoncé qu'ils vont commettre un organisme, une organisation pour s'occuper, créer un comité ad hoc pour s'occuper de l'organisation de ce concours. En tout cas, pour ma part, je peux parler déjà de ce que moi je fais en France. Ce comité que nous avons mis en place avec des amis et des frères béninois, et tout, c'est surtout pour sensibiliser la jeunesse béninoise de France à l'actualité culturelle de notre pays. C'est franchement beaucoup plus des ambassadrices culturelles que nous élisons. Nous préparons ces jeunes filles qui sont un peu coupées de leur culture d'origine, qui sont coupées de leur pays d'origine, et qui sont complètement ancrées dans la culture occidentale, qui ne respirent que la culture occidentale. Nous avons maintenant saisi l'opportunité de cette vague de diversité culturelle que la France a essayé de promulguer, et nous avons pris ces filles, nous avons dit, vous venez de quelque part, il faut que vous ayez le Bénin regorge de richesses sur le plan culturel, sur le plan touristique, sur beaucoup de plans, et donc nous les sensibilisons. Donc ces filles, elles sont choisies parce qu'elles sont soit de parents, l'un des parents est béninois, ou au moins tous les deux parents sont béninois. Elles sont choisies selon des critères de beauté, les canons de beauté africains. En tout cas, il faut que ces filles soient grandes, belles, beau-teint, la femme africaine en chair et bien, et tout. Donc, on choisit selon le critère de beauté de chez nous. Les critères de beauté de chez nous. Miss 2014 France qui est d'origine béninoise. D'origine béninoise, voilà. C'était quand même
C'était, voilà, c'était... Vous étiez heureuse? On était heureux, tout le Bénin, et tout, on était bien fiers et tout ça, effectivement. Donc, la culture aussi est très importante dans le rayonnement économique d'un pays. Je pense que déjà, pour ma part et pour la part de ceux de mes coéquipiers, nous sommes, voilà, aussi un exemple à citer dans ce que la diaspora peut faire pour que le Bénin existe ailleurs où elle se trouve et que le Bénin soit connu. Nous avons chaque année nous choisissons des thèmes. L'année passée nous avons axé sur le thème de la découverte du Bénin, la destination Bénin, et donc c'était vraiment sur le tourisme dans tous ses aspects, tourisme mémoriel, tourisme économique et tourisme de loisirs. Donc voilà une manière de montrer le Bénin et de révéler le Bénin à la suite du gouvernement du nouveau départ. Alors, il est 10h, pratiquement 7 minutes, vous savez, à l'Assemblée nationale. Ils viennent donc d'autoriser la Haute Cour de justice à saisir dans le cas de 4 députés. Komi Kouché, lui, un ancien ministre, lui ne sera pas poursuivi. Quel commentaire vous faites par rapport à ça? C'est la discours de la commission. Voilà, comme vous me posez la question, je pense déjà à Komi Kouché, cette question m'avait été posée sur notre plateau. Je pense que Komi Kouché n'est pas dans le cadre de sa fonction, quand les faits qu'on lui reproche ne relèvent pas forcément de sa fonction. Il détenait un certain montant d'argent chez lui, et je pense qu'il sera jugé sur notre aspect, mais ça ne nécessite pas forcément la levée d'immunité. Donc je pense que les députés ils sont quand même assez indépendants dans le choix de leurs décisions, et quelquefois, ils font preuve de rationalité et d'intelligence et de sagesse. Donc, je pense que effectivement, ce fait n'est pas à juger au Parlement forcément, parce que c'est pas dans l'exercice forcément de ses fonctions que ça a été fait, mais c'est un fait privé un peu, où il a eu à être victime de vol d'un certain montant d'argent qui est interdit de détenir chez soi. Donc, je crois qu'il ne faut pas qu'on déplace les problèmes. Cette affaire, cette question n'est pas à juger au Parlement, et je pense qu'ils laisseront le choix à qui de droit de le juger et tout. Par contre, pour les autres, oui, je pense que le président Patrice Talon l'a annoncé. Et la lutte contre la corruption est aussi un volet important du combat qu'il veut mener. Et vous savez, la corruption est un fléau politique, un fléau économique et un fléau sur tous les plans, sur même le plan de l'image. Et je pense que quand le Bénin ne sera plus cité dans les pays les plus corrompus, nous pourrons dire un jour merci au président Patrice Talon. Donc je pense que cette immunité qui a été levée, en tout cas pour ma part, est légitime et une bonne décision. Alors, comme l'impression que c'est seulement l'opposition qui est visée, selon certaines... C'est surprenant parce que voici des députés qui étaient de la 7e législature, qui étaient là depuis longtemps, depuis plusieurs mandats, et qui ont été impliqués dans des actions réprouvables et tout ça. Je pense qu'ils doivent être jugés. Qui vous souviennent qu'on a vu tout dernièrement que des autorités, des personnalités, des directeurs généraux de sociétés d'État qui sont des membres actifs dans la gouvernance d'aujourd'hui, dans la mouvance, ont été mis aux arrêts. Ils sont en jugement. J'en ai rencontré à la prison civile, j'en ai rencontré au tribunal. Je me suis étonnée, mais c'est vrai qu'ils sont très proches. Je les ai rencontrés sur le terrain pendant la campagne. Et quand je les vois aux arrêts, je pense que l'impunité, en tout cas, le président en a fait un truc là de son combat, et il n'épargne personne. Personne n'est épargné. Apparemment, je pense que nous allons commencer à recevoir quelques auditeurs, 2 ou 3, parce que nous avons... Merci Chris Belmocho pour ce résumé très rapide. Bon dimanche à vous, et puis à dimanche prochain. Merci Hospice. Voilà. Alors, un mot rapidement. Je voudrais simplement encore exhorter les uns les autres à la patience et aussi à la compréhension, parce qu'aujourd'hui, les institutions internationales reconnaissent les efforts que produisent le Bénin
pour réussir dans les réformes audacieuses et courageuses. Le FMI et toutes les institutions accompagnent le Bénin et le Vatican aussi a salué ces efforts et encourage le gouvernement du Nouveau Départ à aller toujours plus loin. Donc, levons-nous et aussi un appel vers les femmes. Il faut que les femmes sortent de l'arrière-cour, que les femmes se lèvent pour que le Bénin soit un État, une cité de modernité. La preuve, dans ce studio, il y a quand même 4 femmes. Hein. On ne peut pas dire 3 femmes et puis 2 hommes. Donc, ça va déjà. Ça va déjà. La caméraman, il y a une femme. La caméraman, celle qui Madame fait le résumé, une femme. Excellent résumé. On fait la promotion de la femme en quelque sorte. Très bien. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup, Madame Yolanda Sika Francisco. Je rappelle que vous êtes donc la vice-présidente du parti Force Unie et engagée pour la démocratie et le développement FUED. Vous êtes membre du bureau exécutif de la coordination du Nouveau Départ, Diaspora Bénin. On vous retrouvera sur d'autres sujets d'actualité sans doute. Absolument, avec plaisir. Merci. Et alors, mesdames et messieurs, c'est la fin donc de la première partie de votre émission sociopolitique Cas sur table. Ne quittez pas votre position d'écoute puisque nous parlerons de l'actualité qui fait donc la une des journaux. Vous savez, il s'agit bien sûr de l'annulation par le chef de l'État du décret numéro 2018-341 du 26 juillet 2018 portant introduction d'une contribution sur la consommation des services de communication électronique fournis par les réseaux ouverts au public en rubrique du Bénin. Dans quelques instants, nous allons raccompagner notre invité en musique.